Bonjour et bienvenue sur les cours en vidéo. Aujourd'hui, on va traiter du programme de Terminal S et on va voir ensemble la dynamique du domaine continental. Ce sujet sera traité en deux parties. Nous verrons donc la première partie dans cette vidéo et la deuxième partie dans la seconde vidéo. Donc pour traiter de la dynamique du domaine continental, on va voir ça en deux points. Tout d'abord, je vais effectuer quelques rappels sur les couches terrestres. Donc ça nous permettra d'avoir quelques notions de géologie et différentes couches pour mieux comprendre la deuxième partie. Donc la deuxième partie de cette vidéo sera traitée sur la géodynamisme du domaine continental, c'est-à-dire les mouvements, et c'est une partie très importante pour le bac de SVT. Alors donc pour commencer, donc on va voir, comme je vous l'ai dit, les couches terrestres. Donc alors je vous propose donc un petit exercice, donc je vous laisse mettre pause pour réaliser cet exercice et je vous donne la correction juste derrière. Donc je vous propose ici donc un schéma des différentes couches du globe terrestre et je vous propose tout simplement d'aller annoter de 1 à 6 les différentes couches avec vos connaissances. Je vous laisse mettre pause, réaliser ça en commentaire ou sur une feuille et je vous donne la correction tout de suite. Voici la correction. Donc nous avons bien en petit 1 donc ce qu'on appelle la croûte continentale. Donc c'est la Terre, hein, c'est nos continents. Ensuite nous avons en 2 ce qu'on appelle la croûte océanique. Donc c'est la croûte qu'on retrouve majoritairement dans les océans. Donc la croûte océanique, à savoir qu'elle est moins épaisse mais plus dense que la croûte continentale. Et donc la croûte continentale est plus épaisse. On considère que la croûte continentale fait à peu près une trentaine de kilomètres de profondeur, mais on verra quelques exceptions juste après. Quant à elle, la croûte océanique fait à peu près une dizaine de kilomètres à tout casser. En dessous de ces deux croûtes, on retrouve ce qu'on appelle le manteau, qui est divisé en deux parties. On a donc la partie supérieure qu'on appelle le manteau supérieur, et on a la partie inférieure qu'on appelle le manteau inférieur. Le manteau inférieur, lui, repose sur un liquide, c'est ce qu'on appelle donc le numéro 5, le noyau externe. Et enfin, la partie la plus profonde qu'on retrouve dans le globe terrestre, c'est ce qu'on appelle le noyau interne. Donc à savoir que ce schéma est très important, il est à connaître bien évidemment pour le bac de SVT. Ensuite, on va retrouver les discontinuités. Donc pareil, je vous laisse 30 secondes, vous mettez pause et vous annotez A, B et C si vous connaissez les discontinuités. Donc voilà, je vous les ai laissé mettre pause, je vous laisse réfléchir. Donc je vais procéder donc à la correction. Donc on a bien sûr en petit a la discontinuité de Mohorovic, ou plus connue sous le nom de Moho. Il sépare la croûte continentale océanique et le manteau. Donc voilà, ici, donc tout ça. Donc il se situe donc en dessous de la croûte continentale, donc à une 30-35. Qu'on appelle la discontinuité de Gutenberg, et elle va marquer la différence entre le manteau et le noyau. Et enfin la discontinuité de Lyman, donc qui lui va séparer le noyau externe du noyau interne. Donc vous avez en bas donc les profondeurs équivalentes, ils sont à connaître. Donc on a par exemple donc 35 km pour Mohorovic. On a 2885 pour Gutenberg et 5155 km pour Lyman. Donc voilà, vous avez toutes les références. Donc bien sûr, ce schéma est à connaître, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, c'est pour les rappels. On va donc pouvoir passer au géodynamisme. J'ai décidé de vous diviser cette partie en deux points. Tout d'abord, on va parler des mouvements verticaux et le phénomène qu'on appelle isostasie. Donc vous voyez que donc isostasie est soulignée en bleu, ça veut dire que c'est une notion hyper importante à analyser. Donc la notion d'isostasie, elle correspond à l'application du principe d'Archimède. Donc pour ceux qui ne savent pas exactement à quoi ça consiste, je vais vous faire un exemple. Avant de faire l'exemple, je vous propose pareil un petit exercice. Donc ici j'ai deux annotations cachées. Donc une qui correspond à ces deux flèches et une qui correspond à cette petite flèche là. Je vous propose donc de mettre pause. Voilà, c'est bon, vous avez réussi. Donc les corrections, donc on avait ici ce qu'on appelle en pointillé la surface de compensation. Et donc les petites délimitations, c'est ce qu'on appelle la discontinuité de Moho. Donc alors, qu'est-ce que l'isostasie? Donc comme je vous l'ai dit, donc ça correspond à l'application du principe d'Archimède. Qu'est-ce que ça signifie? En gros, c'est à chaque fois qu'on a une modification à la surface, on va avoir une compensation en profondeur avec une réduction des couches
sous-jacente. Qu'est-ce que ça signifie? On a une masse ici qui est supérieure à celle à côté, donc vous voyez qu'on a une compensation plus importante ici que ici. Vous pouvez le voir avec les flèches rouges, ici c'est bien moins épais que ici. Ici c'est plus épais que ici. Donc comme je vous le disais, je vous l'ai annoté ici, l'excès de masse en surface est toujours compensé par l'amincissement du manteau sous-jacent. C'est ce qu'on appelle le principe d'équilibre isostasique. L'une des conséquences de l'isostasie, donc ça va être la remontée de roches en surface si on a une partie du relief qui est érodée. On verra donc l'érosion dans une autre vidéo, donc voilà comment les chaînes de montagnes disparaissent, on traitera ça dans une autre vidéo. Vous avez peut-être vu ce schéma en cours, ça va peut-être être plus simple à comprendre, donc vous voyez. Donc vous avez une croûte continentale qui est normale, avec un Moho, donc là c'est le Moho, hein, qui est à 30-35 km. Vous voyez ici on arrive donc à un relief, donc une montagne. Donc vous voyez vous avez un excès de masse en profondeur, on a directement une compensation avec soit une augmentation, vous le tournez comme vous voulez, une augmentation de la croûte continentale ou un amincissement du manteau sous-jacent. Cette compensation en profondeur, c'est ce qu'on appelle la racine crustale du relief. Donc pourquoi mouvements verticaux? Donc vous pouvez le voir bien sur ces schémas parce qu'on a des mouvements verticaux qui s'opèrent, donc une remontée, enfin une montée du relief ou une descente si on est en érosion, etc. Donc ce schéma est à connaître, hein, la racine crustale et le relief, les annotations aussi. Voilà, si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Alors tout à l'heure je vous ai dit que la racine crustale, non excusez-moi, que la croûte continentale elle faisait à peu près 30 km de profondeur. Eh bien, c'est vrai, si on n'a pas de relief. Comme vous voyez, là on a bien une trentaine de kilomètres. Or, si on a un relief ici, déjà on a un épaississement, et on a une autre compensation. Donc la croûte continentale c'est tout ça, et elle fait plus que 30 km. On considère que dans les chaînes de montagne, la croûte continentale peut faire jusqu'à 70 km de profondeur. Donc dans une copie, vous pouvez mettre qu'une croûte continentale varie de 30 à 70 km. Donc cette notion d'isostasie, donc elle nous amène à deux modèles. Le modèle d'Airy et le modèle de Pratt. Alors le modèle de Pratt, on va commencer par celui-là, c'est celui-là. Donc c'est assez complexe à comprendre, mais vous allez voir, vous allez vite comprendre. Alors, donc le modèle de Pratt suppose qu'au-dessus d'une surface de compensation, donc la surface de compensation c'est ici. Donc au-dessus d'une surface de compensation, située à plus de 100 km de profondeur, donc là c'est un schéma, donc on va considérer qu'on est à plus de 100 km de profondeur, les variations d'altitude, donc que l'on observe ici, sont dues à des variations latérales de masse volumique. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, les différences d'altitude, elles s'expliquent par des masses volumiques différentes entre, par exemple, ici et ici. Donc vous pouvez bien voir ici qu'on considère que P0, donc P0 et P1, on s'en occupe pas, c'est pour là. Donc admettons P1 a une masse volumique supérieure à P2, qui a une masse volumique supérieure à P3, qui a une masse volumique supérieure à P5, P6, etc. En gros, pour Pratt, les différences d'altitude s'expliquent parce que les différentes colonnes que l'on voit sur ce schéma ont des masses volumiques différentes. Dans ce modèle, toutes les colonnes de même section ont bien la même masse. Donc voilà. Airy, c'est totalement différent, et c'est ce modèle qui s'applique au niveau des racines crustales de la croûte continentale. Airy, lui, il dit que contrairement à Pratt, on suppose que les roches de la croûte ont tous la même masse volumique. En gros, tout ce qu'il y a en beige ici ont la même masse volumique, que ce soit ici, ici, ici ou ici, on considère qu'ils ont tous la même masse volumique. Donc ils ont tous la même masse volumique et qu'ils reposent sur des roches de masse volumique plus importante. Donc ici,
tout ce qui est en vert, on considère que c'est une masse volumique plus importante. On considère que P0 est supérieur à P1, ou que ρ0 est supérieur à ρ1. Donc les variations d'altitude seraient compensées en profondeur par un enfoncement de la croûte à sa base. Donc c'est exactement ce modèle qui s'applique au niveau de la racine crustale. Un déficit en profondeur nécessite un déficit en surface nécessite un déficit en profondeur. Alors, l'isostasie, ça entraîne un autre phénomène. Donc on a une chaîne de montagne, on va avoir de l'érosion. Donc notre chaîne de montagne va diminuer, comme vous pouvez le voir. Si la racine crustale, le phénomène d'isostasie s'applique si on a une augmentation, mais elle s'applique aussi si on a une diminution. Ainsi, si on a une diminution en surface, on a une diminution, une remontée ici pour équilibrer la perte qu'on a eue là-haut. Et c'est ce qu'on appelle l'effondrement isostasique. On reviendra sur le phénomène d'érosion, comme je vous l'ai dit, dans une prochaine vidéo. Ensuite, on va parler des mouvements horizontaux. Donc, c'est ce qu'on appelle donc l'épaississement de la croûte. Ça entraîne l'épaississement de la croûte. Alors, on va avoir différents mouvements. On va commencer par les failles normales. Donc voilà, ça correspond à une remontée ou à une diminution d'un bloc. Donc les blocs montés, c'est ce qu'on appelle les Horst, et les blocs descendus, c'est ce qu'on appelle les Graben. Donc failles normales, donc les failles normales, donc les failles normales se déroulent en phase distensive. Donc ils sont représentés par les flèches ici. Donc voilà, on a bien un écartement qui entraîne la formation de ces failles. Ensuite, donc on va avoir des failles inverses qui eux s'appliquent lors d'une force de compression. On a une faille inverse. Et pourquoi on parle de épaississement de la croûte? Parce que vous pouvez bien voir que là ici on a un allongement. Hop, on allonge dû aux remontées de ce bloc. Ensuite, on va retrouver comme mouvements horizontaux ce qu'on appelle des plis ou des chevauchements. Donc la partie de gauche c'est les plis, la partie droite c'est les chevauchements. Donc à l'échelle du paysage, les plis couchés témoignent d'une intense compression. Donc voilà, c'est ce qu'on a vu, les flèches représentent la compression. Et concourent à épaissir la croûte continentale. Des empilements de matériel sont observables. Donc les mouvements tectoniques sont à l'origine de ce phénomène. Et on va avoir donc une remontée de une superposition de couches plus jeunes, etc. Exactement, pour les chevauchements, c'est exactement la même chose. Sauf que on va avoir la formation d'une faille. Donc voilà. Donc je vous remets, si vous désirez, donc les trois schémas, donc ils sont à connaître bien évidemment pour le bac. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle le métamorphisme à la fusion partielle. Alors, pour parler de cette notion, donc je vous ai montré un petit schéma de subduction. Donc voilà, donc si vous voulez une vidéo spéciale dédiée à la subduction, n'hésitez pas à le demander. Donc voilà, donc on va voir la formation du métamorphisme. En fait, la formation du métamorphisme, les roches métamorphiques, elles présentent souvent des feuillets appelés schistosités. Donc on en a trois types de schistosité. On a donc dans le petit A, donc ça représente au faciès, et c'est là qu'on va avoir une hydratation de la croûte océanique. En effet, elle se situe généralement au-dessus des océans, donc voilà, elle va être riche, très riche en eau. Ensuite, dû à la subduction, ces roches elles vont commencer à descendre, à s'enfoncer sous la plaque chevauchante. Donc ils vont commencer à s'enfoncer et on va arriver au deuxième faciès, ce qu'on appelle la faciès des schistes bleus. Et là, on va avoir une déshydratation de la croûte océanique, représentée par mon schéma sur les flèches bleues. Donc, ces déshydratations vont directement tomber dans le manteau lithosphérique, donc de la plaque chevauchante. Ensuite, le troisième faciès, représenté ici, encore plus en profondeur, c'est ce qu'on appelle les éclogites. Et là, on va encore avoir une déshydratation de la croûte océanique. Donc voilà. Donc à partir de là, donc
on va commencer à avoir du métamorphisme qui survient. Donc une petite définition de métamorphisme, donc c'est une transformation des roches à l'état solide sous l'influence d'une augmentation de la pression et de la température. On verra après un diagramme, donc vous pourrez mieux comprendre. Donc si les conditions de pression et de température les augmentent davantage, on va avoir ce qu'on appelle de la fusion partielle, appelée aussi anatexique. Les roches résultent de cette fusion partielle sont appelées des migmatites. Donc ici, donc je résume, on a 3 faciès, vert, bleu et les éclogites. Ensuite, on a une 4e étape. Donc ici, la 4e étape, ça correspond à la libération de l'eau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on va avoir un abaissement de la péridotite. Donc la péridotite, c'est la roche caractéristique du manteau. Et on va avoir une fusion partielle qui va nous donner ma représentée ici. Ensuite, en 5, donc le magma va remonter ici et on va avoir ce qu'on appelle une cristallisation en profondeur du magma. Donc voilà, le magma va commencer à cristalliser. Et ensuite, en 6, on va avoir la mise en place du volcanisme, soit rhyolitique, soit andésite. Alors on résume, parce que c'est une notion assez difficile à comprendre. Donc on a un faciès de schiste vert très hydraté en eau. Dû à la subduction, hop, ça va s'enfoncer. Augmentation de la pression et de la température, du métamorphisme. On va avoir les schistes bleus avec libération d'eau. En 3, c'est encore. On va en voir encore. Donc c'est le faciès des éclogites. Et ça va aller en profondeur également. Ça va en profondeur et ça va libérer d'eau. Cette libération d'eau, dans les péridotites du manteau, ça va abaisser le point de fusion et créer donc du magma. Ce magma va remonter, cristalliser, puis on va avoir la formation des volcans, soit andésite, soit rhyolitique, en fonction de la nature du magma. Ce schéma est hyper important à connaître, c'est le schéma d'une subduction, très important pour le bac. Et donc on en parlait tout à l'heure, donc voilà, donc on en parlait tout à l'heure, j'allais vous dire, on va maintenant parler de quand savoir qu'une roche va commencer à fondre, à créer de la fusion partielle. Donc voilà, donc on va passer du métamorphisme à la fusion partielle, et on va donc utiliser ce genre de diagramme. En fait, ce genre de diagramme, c'est un diagramme qui représente la profondeur et la température. Donc en fait, c'est simple, si admettons on a une profondeur de 30, c'est vraiment, les chiffres sont vraiment significatifs. Hein. Donc si admettons si on a une profondeur de 30 et une température de 800 degrés, donc 30, 800 degrés, on est là, on sera donc dans solide plus liquide. Donc on aura déjà commencé. Mais là, c'est pour de la péridotite sèche. Sauf qu'on a vu tout à l'heure que la péridotite était hydratée, dû au relargage de l'eau. Donc vous voyez que le solidus, rencontre le solide, et c'est dès qu'on va franchir le solidus, donc le solidus c'est la zone qui délimite le solide de la phase solide-liquide, donc dès qu'on va franchir le solidus, quand on va être à une certaine profondeur et une certaine température, on va commencer à produire du magma. Et voilà, donc c'est la fin de cette première vidéo sur le géodynamisme et la dynamique du domaine continental. On reviendra sur d'autres points qui n'ont pas été traités dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, n'hésitez pas à faire partager la vidéo, et si ça peut vous aider pour le bac, tant mieux pour vous. Allez, salut!